Bien, Fernando m'a demandé de vous parler de l'histoire de l'auriculothérapie, une brève histoire de l'auriculothérapie. Je sors de ma retraite parce que maintenant j'ai décidé d'arrêter, j'ai près de 82 ans, il faut laisser la place à d'autres. Mais je vais quand même faire un effort en vous parlant de cela. D'autant que Fernando a créé, à mon avis, une école excellente d'auriculothérapie au Brésil, qui est en passe de devenir, au plan médical ou scientifique, une des premières au monde. L'auriculothérapie n'est pas une médecine traditionnelle, c'est-à-dire que ça n'a pas été formalisé, conçu, complété par des centaines, par des milliers d'années de pratique. En fait, ça s'inscrit dans le cadre des réflexothérapies. Réflexothérapie, c'est-à-dire expliquer avec un modèle qui est le système nerveux, en sachant que ce n'est pas exclusif, parce que ça va faire fonctionner d'autres systèmes, comme le système immunitaire, mais c'est le système nerveux. L'auriculothérapie est une découverte française. Ça a été découvert par le docteur Paul Nogier à Lyon en 1951. Docteur Paul Nogier, c'est un médecin qui s'intéressait à beaucoup de choses, qui avait commencé dans sa pratique à être non pas médecin, mais ingénieur de l'école centrale de Lyon. Ensuite, il a fait médecine. Son père était professeur de radiologie à Lyon. Il avait travaillé avec les frères Lumière qui ont créé le cinéma. Paul Nogier s'intéressait beaucoup à d'autres façons de soigner, à des façons non pas chimiques, avec des médicaments, mais des traitements physiques. Vertébrothérapie, acupuncture, et puis même l'homéopathie. Il s'est intéressé à tous ces soins qui ne sont non toxiques dans la mesure du possible, mais en passant souvent 1 heure chez un patient. Il a même passé 2 heures, 2 heures et demie chez une patiente que je lui avais adressée, un cas très complexe. Vraiment, la clinique, pour lui, c'était le plus important. Un jour, une dame arrive, et puis il l'examine, il dit « mais vous avez une brûlure à tel endroit ?» Une petite, ah ben on m'a brûlé la peau, c'était une cautérisation, à cet endroit de l'oreille, et ça m'a soulagé d'une névralgie sciatique. Ah. Bon. Au lieu de critiquer, il a dit « mais c'est intéressant ça !» Vraiment. Bon. Une deuxième malade arrive. Ah. C'est une sciatique. Ah, à l'oreille droite. À l'oreille droite. Ah oui, c'est pourquoi? On m'a cautérisé pour une sciatique. Ah oui, oreille droite, sciatique à droite. Ah. C'est encore intéressant. À partir de 2 malades comme ça, il s'est dit, mais attendez, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, il faut rechercher. Et on recherche, essayer de comprendre. C'était la façon de médecine expérimentale de Claude Bernard. Il est arrivé à la conclusion que l'antélix est la représentation de la colonne vertébrale et toutes les vertèbres sont représentées là-dessus. Il a contrôlé. Il a trouvé que les points étaient chez une personne qui présente une sciatique. Si on appuie, ne serait-ce qu'avec l'ongle, on trouve un point douloureux. Si c'est une névralgie cervico-brachiale, ça sera ici.
névralgie intercostale, ça va être là. Il faut trouver le point. Il l'a vérifié, c'était contrôlé avec ses élèves, et il a établi une toute première cartographie. C'était à partir d'un patient. Et ensuite, il a dit, mais au fait, s'il avait mal au pouce, qu'est-ce qu'on ferait pour trouver le point? Et je pense que si on met une pince à linge sur le pouce, on peut peut-être trouver un point. Et effectivement, on trouve un point qui est par là, à rechercher dans une zone. C'est quelque chose qu'il a découvert et qui a permis de comprendre un certain nombre de localisations quand il n'y avait pas de patient qui présentait telle pathologie, et d'étudier les premières cartographies. Les cartographies ont été faites avec l'image du gadget, le bébé, que vous avez tous, et qui montre que l'oreille, il y a une représentation du fœtus inversé, la tête en bas, les pieds en haut, et le thorax-abdomen ici, dans l'oreille. Et vraiment, c'est la chose qui a permis au plan mondial de comprendre les choses. L'intérêt mondial s'est pratiqué à partir de 1956. Jacques Niboyer, son ami qui est à Marseille, avait invité à faire une conférence, et puis il a fait la conférence, et ça a été repris par Bachmann, une revue allemande, c'est paru dans le monde entier, c'était vu au Japon, et il y a des Chinois qui étaient sous Mao Tse-tung, qui ont trouvé ces traductions, et qui l'ont fait traduire en Chine. Ça a été le grand moteur de la découverte de l'auriculothérapie, parce que l'auriculothérapie n'est pas d'origine chinoise, puisque Jacques Niboyer a dit qu'à l'époque, il savait que juste il y avait quelques points symptomatiques qui avaient été trouvés par les Chinois, et le professeur Nakajima, Hiroshi Nakajima, qui était le directeur de l'OMS, nous a précisé à la réunion de l'Organisation mondiale de la santé à Lyon en 1990 que le rôle de Paul Nogier, c'était de grande découverte de l'auriculothérapie. Il a écrit un premier livre en 1969 qui est le livre Princeps, le premier livre sur l'auriculothérapie. Un certain nombre de personnes, essentiellement des Français, ont aidé Paul Nogier dans sa quête. En histologie, le professeur Senlar, René Senlar, et le docteur Odile Ziesch, sous la houlette du professeur Rabichong, dans le cadre de l'INSERM de Montpellier, ont établi vraiment l'histologie de l'oreille, des points d'oreille, comme ils ont fait l'histologie des points du corps. Montpellier, Nîmes, le professeur Bossy a étudié l'innervation de l'oreille. Il a étudié également l'embryologie de l'oreille, et il a beaucoup travaillé également sur les détections électriques, sur le conseil de Niboyer, et il a fait tout un corpus. C'est quand même le professeur Bossy qui a fait reconnaître l'acupuncture par l'Ordre national des médecins en France et qui l'a fait admettre par l'université. Diplôme d'université d'acupuncture. Le docteur René Bourdiol a développé des concepts également de neuroembryologie, légèrement différents de ceux de Bossy, mais on est en période de découverte. Le docteur Michel Marignan, Marseille, a fait des travaux de thermographie auriculaire.
Le docteur Jacques Niboyette de Marseille a étudié de façon scientifique les points d'acupuncture. Il a fait une vérification instrumentale et montré qu'il y avait une détection électrique, le point étant baisse d'impédance par rapport à l'environnement du point. Et c'était son travail. Il a fait sa thèse de doctorat en sciences à Marseille. Il était docteur en médecine, docteur en pharmacie, docteur en sciences et docteur en droit. Grosso modo, ce sont les premiers travaux qui ont été faits en France. Et ensuite, il a fallu que les choses se développent. Et la première étude, ce qui est important, ce sont les études de cas. 142 cas, névralgie faciale, améliorée ou guérie. Ça a été publié en 1970 par René Bourdiol. C'était une réunion à la faculté de médecine de Besançon, organisée par le professeur Pierre Magnin, qui était recteur d'université, et après avoir été doyen, et qui était un ami et qui avait grande confiance dans l'auriculothérapie, puisque Paul Nogier l'avait soigné et quasiment guéri de douleurs à la colonne vertébrale qui était survenue à la suite de... il a eu des coups de bâton dans le dos avec la Gestapo parce qu'il avait été arrêté pendant la guerre alors qu'il était jeune lycéen. 142 cas de névralgie faciale, c'est une très belle étude et malheureusement, en France, on fait peu d'études de cas et c'est pourtant important. Bressler, Kröning et Olson ont réalisé et publié en 1980 une étude d'évaluation du diagnostic auriculaire à UCLA, Los Angeles. C'est la preuve que l'auriculothérapie est vraiment efficace. C'était une étude en double aveugle. L'auriculothérapie, ensuite, s'est développée en France et il y a eu en obstétrique, le docteur Rieder. En dentisterie ardentaire, il y a eu plusieurs personnes, dont Chantal Vulliez de Lyon, dans les années 80. En analgésie réflexe, c'est-à-dire pour une anesthésie, lors d'une intervention chirurgicale, Yudsan Meas a fait des travaux sur les conseils de Jean Bossy et réussi un certain nombre d'analgésies réflexes sans traitement médicamenteux préopératoire. Travaillé également dans la douleur et dans les soins palliatifs dans les années 90-2000. Posturologie, docteur Marignan, Marseille. Dans la douleur, docteur David Halimi à Paris, avec l'Institut Gustave Roussy. En urologie, plus récemment, docteur Graziana depuis 2019 à Lorient. En obstétrique, Madame de Brassier à Lorient, sage-femme depuis 2012. Nous recherchons toutes les études qui puissent y avoir, et je vais en parler tout à l'heure. L'auriculothérapie s'est donc développée, et en point d'orgue, il y a eu la réunion de l'Organisation mondiale de la santé en novembre 1990 à Lyon. Magnifiquement organisé avec Raphaël Nogier et Le Glem, dont voici le rapport. Nous étions 40 personnes, j'étais un tout petit. Il y avait 10 experts et 30 observateurs.
venus du monde entier. Et c'est là que nous avons déterminé la nomenclature de l'auriculothérapie ou de l'acupuncture d'oreille dans le cadre de l'OMS. Et le professeur Nakajima a bien dit le rôle essentiel de Paul Nogier dans cette découverte, et c'était très très intéressant. Il y avait des délégations de partout, de Chine, de l'Europe, des États-Unis, des 6 continents, parce que pour l'OMS, il y a 6 continents. L'Amérique du Sud, avec les Latinos, n'est pas l'Amérique du Nord, avec les USA et le Canada. C'était un grand moment. Le docteur Paul Nogier a également développé l'examen de l'oreille, l'examen auriculaire, à l'aide du pouls. Il a été appelé auriculomédecine, et quelques élèves ont travaillé sur des applications. Je pense en art dentaire Chantal Vulliez, en posturologie Michel Marignan, et surtout dans les hypersensibilités alimentaires avec le docteur Raphaël Nogier, montrant l'intérêt de la prise du pouls pour le diagnostic. C'est quelque chose de très important. Cette modification du pouls s'observe chez un patient. Le médecin prend le pouls du patient pour radial et fait une stimulation de l'oreille avec une lumière, un toucher, une couleur, différentes choses. Et pendant le temps d'analyse par le patient, d'une façon inconsciente, le cerveau travaille, et pendant que ça mouline, le pouls devient plus fort. Pendant 3 secondes, pendant 10 secondes, pendant 30 secondes, selon que c'est plus ou moins important. Les praticiens qui sont habitués finissent par prendre le pouls avec un seul doigt. Pour les débutants, faites-le avec plusieurs doigts. Ça vous évitera surtout d'être moins sensible aux émotions et à la subjectivité. On recherche, en présentant une pointe noire ou une pointe blanche devant un point, une réaction qui montre que c'est trop tonique ou pas assez tonique. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités. L'enseignement se fait petit à petit. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été vérifiées. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Tout cela a été vérifié de façon expérimentale, c'est-à-dire que 1, 2, 3 ont trouvé les mêmes choses, c'est bien, mais sinon, il y a quelquefois des erreurs et on en tient compte. Donc, c'est un perfectionnement qui est très important et qui demande à être appris secondairement. Au départ, on fait ses gammes. En auriculothérapie, simple, efficacité dans le cadre de la douleur, efficacité dans le cadre des troubles anxio-dépressifs, efficacité également dans le cadre des addictions, tabac, alcool, drogue, efficacité dans les troubles fonctionnels. C'est quelque chose qui est vraiment actif et précis. On nous parle de cartographie. Oui, eh bien, les cartographies ont été élaborées au départ de façon, disons, empirique, et après de façon systématique,
en fonction des observations et des contrôles. Les cartographies établies par Paul Nogier et ses collaborateurs, qu'il s'agisse à l'époque de René Bourdiol, de Alain Mallard, de Michel Marignan, de Bernard Julienne, Tony Souza, eh bien, tout le monde a contrôlé, y compris Chantal Vuillez, que c'était bien cela. On trouve les cartographies montrent un endroit qui correspond, mettons, au pouce, le pouce. Mais c'est toute une zone. Le même point n'est pas le même chez tout le monde. Le genou, le point découvert chez une personne qui n'a pas mal au genou, à qui on met une pince sur le genou, n'est pas le même que le genou chronique. Ce qui explique le divorce qu'il y a eu à l'OMS pour les localisations du genou. Vous remarquerez que dans les cartographies de l'OMS, il n'y a pas de membre inférieur. Parce que pour l'école française, qui était défendue par Bricot à l'époque, eh bien, le genou est au milieu de la fosse naviculaire. Très bien. Alors que pour les Chinois, c'est 5 mm plus haut, sur la bosse. L'école française a vu une douleur expérimentale chez quelqu'un qui n'avait pas mal, on a créé une douleur. Les Chinois ont analysé, avec les médecins aux pieds nus, des centaines de milliers, des millions de personnes, en disant ils ont mal au genou de façon chronique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a trouvé ce point-là et eh bien, les deux points sont différents de 5 mm de distance. Eh bien, il n'y a pas eu d'accord à l'OMS parce qu'il n'y avait pas un accord précis sur la chose, alors que tout est dans le même rayon, c'est-à-dire dans le même axe à partir du point 0, et tout ça, c'est sur le nerf trijumeau de 5,3. Donc, il y a une explication pour les cartographies qui ne sont pas les mêmes chez les uns ou chez les autres, c'est que la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la fonction du cerveau pour se modifier en fonction du temps, eh bien, explique que les cartographies soient différentes quand on fait des cartographies à partir de malades ou à partir de sujets sains. L'auriculothérapie assistée du pouls, la perception avec les doigts, demande un travail, une élaboration par le praticien qui n'est pas seulement à analyser et qui doit faire un travail. Et souvent, les collègues on dit c'est trop compliqué, je n'y arrive pas, ils ne veulent pas se mettre l'humilité de rechercher ce qu'il peut y avoir. Et eh bien, cela permet beaucoup de finesse, beaucoup de richesse, beaucoup de subtilité dans le diagnostic que l'on peut faire. Et en particulier chez les malades chroniques, c'est ainsi que l'on peut percevoir quelque chose et trouver la région qui est la région à corriger, la région pathologique. Tout cela, je vous l'ai déjà dit, il y a un versant subjectif. C'est pas facile de reconnaître qu'on se trompe. Émotionnel. Et sur les dernières années de sa vie, Paul Nogier disait c'est le plus difficile dans notre méthode de reconnaître qu'on se trompe et qu'on peut se tromper. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Et pour le contrôler, pour en faire l'évaluation, c'est entre 2008 et 2015 où sur des milliers de points, sur des
centaines et des milliers de malades, j'ai fait des mesures pour vérifier, eh bien, beaucoup des tests qui ont été proposés par Paul Nogier sont valables, ils correspondent à une modification de l'impédance électrique, c'est-à-dire de la résistance électrique de tout ce tissu par rapport par rapport à son environnement. Eh bien, tout cela, ça a été mesuré, vérifié et montre que, dans certains cas, c'est en baisse d'impédance par rapport à l'environnement, dans d'autres cas, c'est en hausse d'impédance, mais que c'est une réalité. C'est toujours intéressant, parce que on n'a pas tous les jours l'occasion de vérifier en direct ce que j'avais noté le 11 novembre 2000. Je me suis rendu à Lyon pour faire des mesures en double aveugle. Il y avait le professeur Timoshevski de Tachkent, en Ouzbékistan, qui avait un appareil très perfectionné avec des petites pastilles, des petites électrodes de 0,2 mm de diamètre juxtaposées, ce qui en faisait 5 x 5, ça faisait, vous voyez ce que ça fait 25 sur 1 cm². Et il savait exactement l'endroit qu'il y avait. Et on a fait des mesures en double aveugle. Je ne savais pas ce qu'il faisait, il ne savait pas ce que je faisais. Et j'ai commencé par faire des mesures pour vérifier tel diagnostic, la lampe blanche, telle chose, telle perception, telle pression. Et j'avais noté des choses contrôlées à 90% par Timoshevski. J'ai fait un deuxième, contrôlé également par Sergueï. Et ensuite, j'ai pris un malade, un sujet, et on dit qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y avait une couleur définie, a montré qu'il y avait 2 points symétriques à cet endroit, sur le haut du tragus. J'ai fait un contrôle électrique, l'un était en baisse d'impédance et l'autre en hausse d'impédance. Bon. J'ai fait une mesure avec des fréquences Paul Nogier, ABC2, FG0. Le point qui était en hausse d'impédance avait les 7 fréquences, le point qui était en baisse d'impédance n'avait qu'une fréquence. Résultat, j'ai dit à M. Dumont, l'ingénieur qui était là, ce point est plus marqué sur le plan pathologique, mais l'autre qui a toutes les fréquences, c'est lui qui va guérir. Il m'a regardé avec des grands yeux, et j'ai fait un traitement avec le laser, le Girlase. De quel Girlase depuis je l'ai vendu à un Brésilien qui me l'a demandé. Et en 1 minute de traitement, on a vu sur l'écran de l'ordinateur de Sergueï, puisque tout ce qu'il faisait était relié par ordinateur, c'était la première fois que je voyais un ordinateur à peu près, eh bien, il voyait, ça diminuait. J'ai dit maintenant on va chercher l'autre point, ça ne faisait rien. Et j'ai refait 2 fois, et j'ai eu la preuve sur écran que eh bien, l'auriculothérapie était efficace parce que le traitement au laser sur 1 minute, sur un point déterminé, effaçait l'information et à droite et à gauche. L'auriculothérapie a été beaucoup développée en beaucoup de pays, surtout en Chine. C'est le premier pays où ils ont fait des analgésies réflexes. Ils ont beaucoup travaillé parce qu'il n'y avait pas le côté philosophique, le côté complexe de l'acupuncture traditionnelle. C'était au temps de la révolution culturelle de Mao Zedong.
L'Allemagne, une très grande école, a été développée par Frank Bahr avec d'autres concepts que les concepts français, qui sont intéressants, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je tiens à signaler également l'Italie. L'Italie, Marco Romoli est un homme exceptionnel qui a repris tous les travaux chinois, tous les travaux européens, et qui a tout travaillé sur son premier travail, c'est celui-là. Avec une iconographie très importante. C'est un livre qui est introuvable actuellement, et où il a tout étudié, tout mesuré, c'est écrit en italien. C'est le livre, à mon avis, qui est le livre de base. Il avait été, un des articles avait été réalisé à sa demande par le professeur Bossy, et il m'avait demandé un petit article également sur l'auriculomédecine avec des cas cliniques. 2003. En 2009-2010, Marco Romoli fait un nouveau livre chez Churchill Livingstone aux États-Unis, qui est également un livre de référence où il analyse tout ce qui a été décrit sur le plan du diagnostic et de toutes les possibilités, que ce soit le diagnostic, regardez l'oreille, il y a des points noirs, des fissures, hein, la détection électrique, il a tout mesuré. C'est le livre qui, à mon avis, est le plus important. Marco Romoli, vraiment, a monté une école de grande qualité et il retenait toutes les cartographies, mais il disait il y a des cartographies qui sont originales. Il retenait la Chine, Paul Nogier, Bourdiol et les Russes. Les autres, il dit, c'est plutôt des copies. L'avenir de l'auriculothérapie passe par l'évaluation. L'évaluation, c'est savoir si un traitement est efficace avec les critères médicaux actuels. Évaluation, le must, c'est les essais randomisés contrôlés. Eh bien, il y a eu une étude qui était menée par l'INSERM, c'est-à-dire le groupe de recherche clinique en France pour la médecine, à la demande du ministère de la Santé, une étude de 200 pages qui est disponible, montrant l'intérêt de l'auriculothérapie. Beaucoup de traitements ont été analysés ainsi. Il pensait, avant, il disait l'auriculothérapie, ça ne vaut rien, c'est charlatanesque. Eh bien, nous avons réussi à montrer que l'auriculothérapie, c'est quelque chose d'efficace et quelque chose de sérieux. Et le professeur Bruno Falissard l'a reconnu et sont reconnus par le ministère de la Santé l'acupuncture et l'hypnose. L'auriculothérapie arrive juste après, il faut faire des études pour être reconnu. Et ces études, eh bien, déjà, le rapport montre qu'il y a trois essais randomisés de qualité qui ont été faits montrant l'efficacité dans l'anxiété préopératoire, avant l'opération, ou dans la douleur pendant l'opération.
Par contre, la méthodologie, la qualité du travail n'est pas suffisante pour montrer dans d'autres choses. En particulier, dans, par exemple, l'arrêt du tabac. Alors que nous le savons. Eh bien, il y a des quantités de méthodologies qui sont à revoir et qui sont à améliorer. C'est à un tel point qu'il y a un an et demi, j'ai publié, j'ai coordonné le livre blanc de l'auriculothérapie qui a été adressé à tous les officiels en France, etc., qui montre sur 240 pages que l'auriculothérapie est quelque chose de sérieux. Nous n'avons eu aucun retour négatif. Ce livre est le premier d'auriculothérapie qui a été accepté par la bibliothèque Ce livre est le premier qui a été accepté par la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine en France. L'évaluation, évidemment, ce sont les essais randomisés, les choses qui se font en milieu hospitalier ou hospitalo-universitaire, mais je me suis intéressé aux études préalables, je me suis intéressé aux séries de cas, parce que c'est avec des séries de cas que l'on commence à s'y mettre et qu'on fait avancer les choses et qu'on fait reconnaître tout. J'ai le plaisir de savoir que Fernando a fait une étude sur l'auriculothérapie, un protocole que je lui ai conseillé dans les coroneuropathies pour la pose de stent. Il serait très important que l'école brésilienne puisse réaliser d'autres études de qualité parce qu'en Europe, il y a très peu d'études qui sont faites. Les études qui ont été faites en Chine et autres ne sont pas toujours de très bonne qualité. Toutes les études avec les protocoles NADA qui ont été faites aux États-Unis ou ailleurs ne montrent rien, ce n'est pas un bon protocole. Il faut donc repartir et mon souhait, c'est que l'école brésilienne soit devant. Je suis le passé, je vous ai enseigné, maintenant c'est à vous.